Donc, effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de l'Élysée, qui est la plus célèbre maison de France, bien sûr, mais c'est aussi le siège de pouvoir. Entre ces murs, on peut dire que bat le cœur de la France. Mais que nous racontent-ils, ces murs? Ils ont une histoire, plus ou moins secrète, plus ou moins tourmentée. Nous allons croiser beaucoup de personnages. Et je vous avoue qu'il était tentant de s'arrêter sur chacun d'entre eux, tant leurs vies sont riches. Mais j'ai essayé de maintenir le cap, l'Élysée, ce qui s'est passé à l'Élysée, ce qui a été ressenti, ce qui s'est décidé dans ce bâtiment. Il nous faut revenir aux dernières années du siècle de Louis XIV et vous parler de ce monsieur, Henri de la Tour de Vergne, comte d'Évreux, qui était un maréchal de camp nommé par le roi. En 1707, il épouse une jeune fille, c'est une enfant. Elle a 12 ans, il en a 32, Anne-Marie Crozat. Lui va apporter son titre de noblesse, son blason, et la jeune Anne-Marie va apporter une dot considérable. La mère du comte d'Évreux dira d'ailleurs que sa belle-fille est son lingot d'or. Parce que son père, qui est ce monsieur, Antoine Crozat, a amassé une fortune. Il était un acteur très important de la traite minière et c'est la première fortune de France. Alors j'ai essayé de savoir à combien s'élevait cette première fortune de France. J'avoue que j'ai regardé en plusieurs fois parce que ça me semble énorme. C'est 20 millions de livres, ce qui correspondrait à 300 milliards d'euros. Ça me semble absolument énorme. Et ce monsieur habitait cet hôtel particulier qui est aujourd'hui le Ritz. 1715, Louis XIV meurt. Louis XV n'a que 5 ans. La régence est confiée à son neveu, Philippe d'Orléans. Les caisses sont vides. Ils sont à la recherche de crédit et il va rencontrer John Law, un aventurier, dit-on des fois, qui va le convaincre d'adopter son système, leur papier remplaçant leur métal. Le crédit va flamber. John Law va créer la Compagnie d'Occident pour les échanges avec l'Amérique et les Antilles et il va accorder la licence au père de la jeune Anne-Marie. La jeune Anne-Marie grandit. Elle commence à avoir 17, 18 ans. Elle veut briller en société. Elle rêve de fêtes, elle rêve de bal. Et le père se pose des questions aussi. Qu'a donc fait le comte d'Évreux de la dot? Et là, le comte d'Évreux comprend qu'il doit faire quelque chose. Donc, il va rentrer en relation avec John Law, qui va lui vendre sa terre. Il va lui vendre sa terre de Tancarville, recevoir en échange une énorme somme d'argent et un terrain. Alors, il faut oublier le bâtiment au fond, c'est la plus ancienne photo que j'ai pu trouver. Ce terrain se situe dans le faubourg du Roule, qui sera plus tard le faubourg Saint-Honoré. C'est une plaine tapissée de pâturage et il s'appelait le terrain des Gourdes parce qu'on y cultivait des courges. Et c'est là que va se construire l'Élysée. C'est un bâtiment à 2 étages. Le chantier est lancé en 1718. Le gros œuvre par un architecte, Armand Claude Mollet. Le gros œuvre terminé en 1720 et la décoration en 1722 par le neveu de Mansart. Entre-temps, faillite de John Law, mais l'Élysée est sauvée. Alors voici un plan vers 1737 de Turgot où on voit la situation de l'hôtel d'Évreux au centre de Paris. Restait le décor. Le comte d'Évreux va accrocher au mur les gloires familiales et les grands de son temps. Il ne faut pas chercher une unité dans toute cette décoration. Il y aura Pierre le Grand, Charles XII, roi de Suède, une tapisserie des Gobelins, des fables de La Fontaine, les batailles de Turenne. Et le comte va mourir en 1753. Il a vécu 30 ans à l'Élysée et c'est un record. En revanche, sa jeune femme est morte à l'âge de 34 ans et elle avait déserté l'Élysée, elle était rentrée dans sa famille. Le comte n'a pas d'héritier. Son neveu va faire dresser l'inventaire. Il met en vente cet hôtel pour 500 000 livres. Et qui s'intéresse à cet hôtel? Jeanne-Antoinette Poisson, marquise de Pompadour.
Elle est déjà propriétaire d'un certain nombre de résidences, certaines offertes par Louis XV et d'autres de ses propres ressources. Elle va avoir un coup de foudre pour cet hôtel et elle va signer la veille de Noël 1753. Elle fait appel à un architecte pour revoir toute la décoration. Et en moins de 10 ans, elle va dépenser près d'1 million de livres. Elle va agrandir les appartements du comte d'Évreux. Elle va aménager des chambres au premier étage parce qu'elle veut profiter des jardins et elle veut voir de sa fenêtre les Invalides. Et pour ce faire, elle va faire déboiser toute la partie centrale des Champs-Élysées. Elle va acheter du mobilier, elle veut mettre du lustre, du luxe dans cet hôtel. Il va y avoir des verreries, des dorures, des tapis, des tapisseries. Elle ne veut pas de porcelaine de Chine ou de porcelaine de Saxe. Et elle va remettre en scène la manufacture de Sèvres qui va employer 800 ouvriers jusqu'à la fin du siècle. Voici quelques pièces magnifiques de cette porcelaine de Sèvres et la vaisselle de table. La marquise, pour le plaisir, alors là j'ai un petit peu triché, je dois vous avouer. Voici 2 photos de la marquise de Pompadour, plus une gravure en bas à droite. Le petit garçon qui s'incline devant la marquise, c'est Mozart. Alors j'aurais bien aimé que ce soit à l'Élysée, mais c'est à Versailles. J'espère qu'on me pardonnera ce petit écart. La marquise ne fait des séjours dans cet hôtel que pendant les premières années. Paris ne l'aimait pas beaucoup. On lui reprochait de dépenser trop d'argent, et l'argent public qui plus est. Lorsqu'elle est dans la capitale, elle n'ose pas sortir. Louis XV est le plus souvent à Versailles. Il ne vient que rarement à l'hôtel d'Évreux. En son honneur, pourtant, la marquise va donner une très grande fête avec un très grand feu d'artifice pour l'inauguration de cette statue qui est actuellement près de la place de la Concorde, signée Bouchardon, cette statue en l'honneur de Louis XV. C'est une très très belle fête et malgré sa rancœur, le peuple de Paris va y assister. C'est probablement la première garden party de l'Élysée. La marquise meurt. Conformément à son souhait, l'hôtel devient la propriété de Louis XV. Alors, dans un premier temps, Louis XV veut en faire un hôtel des ambassadeurs, et puis finalement, ça ne lui plaît plus, et il va réunir dans l'hôtel d'Évreux tout le mobilier de la marquise dans ses différentes résidences pour les vendre. Et ça va être à ce moment-là des allées et venues de curieux, d'acheteurs qui n'avaient jamais rien vu d'aussi beau. Même le roi Frédéric de Prusse vient acheter des objets qui lui coûtent plus cher qu'une bataille, dira-t-il. Et ce moulin à café là que l'on voit, presque au centre, a appartenu à la marquise de Pompadour. Enfin, c'est ce qu'on dit sur les commentaires. Puis cela coûte très très cher. Louis XV va vendre l'hôtel d'Évreux à son contrôleur général des finances, l'abbé Terray, qui lui-même va le revendre à un banquier, conseiller d'État, Nicolas Beaujon. Alors là, j'ouvre une parenthèse. Nicolas Beaujon est vraiment très représentatif de cette bourgeoisie très très riche à cette époque, à qui il manquait les titres et les blasons. Il a acheté en plein cœur de Paris, en 6 parcelles, qui forment un domaine de 12 hectares, sur lesquels il a construit une chartreuse, un moulin, un pavillon des bains, qui sera la future maison de Balzac. C'est ce qu'on appelle la folie Beaujon. Alors, folie pour folie, il va acheter l'hôtel d'Évreux. Il va changer la décoration, agrandir les appartements qu'il trouve beaucoup trop petits, mais finalement, il ne prend aucun plaisir à habiter dans cet hôtel. Et il va le vendre à un autre roi, Louis XVI, pour un prix bien supérieur à ce qu'il avait payé 13 ans plus tôt.
Louis XVI, comme Louis XV, cherchait un endroit pour accueillir les ambassadeurs. Et puis finalement, il va renoncer. Il va renoncer à chercher cet endroit, il va renoncer à garder l'hôtel d'Évreux et il va le vendre à sa cousine, la cousine Bathilde d'Orléans, et qui, comme ses prédécesseurs, va faire venir un architecte pour remanier tous les appartements et changer la configuration des lieux. Elle va débaptiser l'hôtel d'Évreux, qui deviendra l'Élysée Bourbon. Alors, dans toute son histoire, l'Élysée, là, va vivre quelque chose d'assez particulier. Parce que la duchesse va y recevoir une cohorte d'illuminés, d'originaux, de charlatans, de profiteurs, parmi lesquels le philosophe inconnu, Louis-Claude de Saint-Martin. Il prétendait avoir changé 7 fois de peau en nourrice. Il avait imaginé traduire la sagesse divine en une formule, liberté, égalité, fraternité. Et c'est une formule qui a eu de l'avenir. Il va embarquer la duchesse dans ses délires, dans ses connexions entre le réel et l'au-delà. 1790, c'est la Révolution. Bathilde prend peur. Elle offre par lettre à la Convention de céder son palais à l'État, mais elle est arrêtée, embarquée pour être décapitée, et ne doit son salut qu'à la chute de Robespierre. Mais que devient l'Élysée Bourbon pendant cette période? Une imprimerie. La Convention va y installer de lourdes machines, beaucoup de monde va circuler dans l'hôtel, des tracts vont y être imprimés et l'activité va y être intense. Et puis finalement, la Convention rend son bien à Bathilde quelques années plus tard. Mais dans quel état? Le palais est ébranlé par l'explosion de la poudrerie Grenelle, il y a des fissures partout, la duchesse n'a plus d'argent et elle va le louer à un négociant, Augustin Benoît Ovine. Elle va se réserver les appartements du premier et le commerçant va ouvrir un café en bas et donner des bals et des concerts. Mais coup d'État, 18 Brumaire, Bathilde part en exil. L'Élysée Bourbon est saisi comme bien national et ce commerçant va acheter tout le bâtiment pour 300 000 livres. Il est donc maître du palais. Il va installer au rez-de-chaussée une bibliothèque, organiser des conférences scientifiques. On va installer dans les salons une exposition permanente, non seulement d'œuvres d'art, mais aussi de réalisations industrielles. Et c'est la première fois que l'on réunit art et industrie, et c'est à l'Élysée Bourbon que cela se passe. Mais tout cela coûte très cher. Il meurt. Sa fille Liévine va racheter les parts de certains commanditaires et elle va partager le bâtiment avec un glacier nommé Véloni. Lui ne va occuper que les salons du rez-de-chaussée. Et Liévine va décider de tirer parti du reste du bâtiment. Et tout autour, des commerçants vont s'installer dans les anciennes ailes de commun. Il va y avoir des boucheries, des débits de tabac, des merceries. Au premier étage, le palais va être divisé en appartements. Il devient une sorte d'immeuble avec une quinzaine de logements. Et parmi les plus illustres locataires, il y a une famille avec un petit garçon. Ce petit garçon qui passe ses premières années à l'Élysée et qui deviendra un de nos grands écrivains, c'est Alfred de Vigny. Et puis Liévine est lasse de porter ce bâtiment à bout de bras. Un acheteur va se présenter. Et quel acheteur? Murat. Il a aidé Napoléon à prendre le pouvoir grâce au coup de force du 18 Brumaire. Il a épousé sa sœur Caroline en 1800. Il est nommé gouverneur de Paris en 1804 et il signe le contrat en 1805 pour 850 000 francs. On est passé au franc en 1795.
mais il a fallu libérer tous les locaux. Et les locataires ont été indemnisés et devinez, on va tout changer. Tout est à restaurer. On veut effacer les traces de la Révolution et le devis s'élève à 1 million de francs. Caroline va créer cet escalier aux palmes dorées. C'est l'œuvre de 2 architectes, Percier et Fontaine. Je vous avoue qu'avant de faire cette présentation, j'ai toujours pensé que ces palmes, comme on voit très souvent, étaient en bronze doré. Je n'ai jamais imaginé qu'elles étaient en bois. Alors en bas, il y a donc la couronne d'olivier, l'olivier, symbole de paix, puisque c'est un rameau d'olivier qu'a reçu Noé de la part de Dieu pour que le déluge s'arrête, symbole de victoire, symbole de force. Les massues d'Hercule étaient en bois d'olivier et symbole de fidélité, puisque le lit de Pénélope, en attendant Ulysse, était en bois d'olivier. Il y a la chambre de Murat. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit une chambre, que ce soit la chambre de l'Élysée. En revanche, ce dont je suis sûre, c'est que cette forme de lit en forme de tente, c'est le symbole de Murat. Partout où il ira, ces chambres auront cette allure. Il y a le salon Murat, qui est aujourd'hui la salle du Conseil des ministres. C'était à l'époque une salle de bal parce que l'Élysée, à ce moment-là, est un endroit de fête. Caroline et Murat y reçoivent presque tous les jours. Tous les vendredis, il y a un bal. Il y a toute une petite cour de fidèles. Caroline reçoit le beau Flao, fils naturel de Talleyrand et son amant, ainsi que Junot. Mais elle reçoit aussi un personnage qui est à l'ordre du jour d'ailleurs aujourd'hui, Napoléon. Napoléon, le frère de Caroline, qui se présente souvent sous un déguisement, parce que c'est le lieu de rendez-vous galant de l'empereur dans ce salon d'argent, qui aura une histoire très longue. Et il voulait s'assurer de ses capacités de procréation, en fait, puisque Joséphine ne pouvait pas avoir d'enfant. Et puis Napoléon va prendre goût à cette demeure. Il va nommer Murat roi de Naples. En échange, Murat doit lui céder toutes ses propriétés françaises, dont l'Élysée. Et Napoléon s'installe à l'Élysée en mars 1809. C'est la première fois qu'un chef d'État s'installe dans le bâtiment. Alors, en bas à gauche, c'est l'acte de divorce de Napoléon et de Joséphine, qui se passe aux Tuileries. Mais à la suite de ce divorce, Napoléon va mettre à la disposition de Joséphine l'Élysée pendant 2 ans. Mais Joséphine ne va pas vouloir y habiter. C'était sa maison de santé, dit-il. Il installe son bureau dans le salon des portraits. Voilà le cabinet de travail de l'empereur. J'ai essayé de trouver la plus ancienne photo. Il s'y passera beaucoup de choses, puisque le général de Gaulle il sera reçu par René Coty au moment où la 4e République expire, et c'est là qu'il refusera de signer la grâce des généraux du putsch d'Alger. Alors, dans ce salon des portraits, il y a quand même tous les personnages importants de l'Europe de l'époque, l'Autriche, l'Espagne, l'Italie représentée 2 fois, une fois par Victor Emmanuel et une fois par le pape, la Prusse, la Russie, l'Angleterre et l'Allemagne. Mais Napoléon ne vit pas longtemps dans l'Élysée. Il est souvent sur les champs de bataille. Et puis, campagne de Russie, désastre militaire et humain, première abdication en avril 1814, puis retour de l'empereur après les 100 jours, et l'Élysée Napoléon va vivre un moment historique, la 2e abdication de Napoléon. Je m'offre en sacrifice à la haine des ennemis de la France. Et il déclare son fils, Napoléon II, empereur des Français. Il se passera encore beaucoup de choses dans ce salon d'argent, on le verra un petit peu plus tard. Par 2 fois, un autre illustre va séjourner à l'Élysée, le tsar Alexandre Ier. Une première fois, en 1814, il est à la tête de plusieurs coalitions contre Napoléon
il vient à Paris, il entre avec ses troupes dans Paris. Alors là, les acclamations sont très variées. Certains crient « Vive les Bourbons », une petite nostalgie. D'autres « Abat le tyran », ça c'est pour Napoléon. Et d'autres quand même « Vive l'empereur », ça c'est pour Alexandre Ier. Et puis il y a quelqu'un à Paris qui aimerait bien s'attirer les faveurs et les grâces de l'empereur, c'est Talleyrand. Et pour éviter que l'empereur aille à l'Élysée, Talleyrand va lui faire porter un mot, qui est un faux, pour lui indiquer que l'Élysée est miné et qu'il ne peut pas rentrer dans l'Élysée. Donc le tsar va loger chez Talleyrand, je crois qu'il a logé 2 ou 3 jours, pas plus, parce qu'il envoie ses officiers contrôler si le palais de l'Élysée est miné, et évidemment le palais de l'Élysée n'est pas miné. Donc il va séjourner une première fois 2 ou 3 mois. Et il revient en 1815 pour traiter le fameux traité de la Sainte Alliance, pour destiné à établir une concorde universelle et la fraternité entre les peuples. Alors les relations entre Napoléon et Alexandre Ier sont des relations, il y a de l'animosité, il y a de la concurrence, il y a le tsar Alexandre Ier a décrété lors de l'assassinat du duc d'Enghien une journée nationale de deuil en Russie, ce qui n'a pas du tout plu à Napoléon. Et en revanche, lorsque Napoléon s'est couronné empereur, ça n'a pas du tout plu à Alexandre Ier. Mais quand même, quand il entre dans le cabinet de travail de Napoléon, le tsar soupire. Combien d'entreprises mémorables ont été conçues et méditées dans ce modeste cabinet? Quel homme était donc celui qui savait diriger tant de choses à la fois? Sentiment ambigu aussi de Chateaubriand, qui est ambassadeur de France en Suède à l'époque et qui rend visite au tsar Alexandre Ier avec une admiration pour le génie de Napoléon et une détestation pour son despotisme. Après le départ du tsar, l'Élysée revient au Bourbon, Louis XVIII, qui le met dans un premier temps à la disposition du duc de Wellington, et il va y installer son neveu, le duc de Berry, le second fils de son frère Charles X. Son but, assurer la succession des Bourbons, parce qu'il n'a pas d'enfant, et la lignée monarchique a donc besoin d'un héritier. 4e grossesse de Marie-Caroline. Beaucoup d'espoir, mais quelque temps, en revenant de l'opéra, le duc est assassiné. Marie-Caroline va quitter l'Élysée, elle va rentrer chez elle à Saint-Cloud, et l'enfant naît, et c'est un garçon. C'est l'enfant de l'Élysée, l'enfant du miracle, dira Lamartine. Cela dit, cet enfant, on le verra entre 2 présidents tout à l'heure, ne va pas répondre aux souhaits des monarchistes, parce qu'il n'avait qu'un geste à accomplir pour entrer à l'Élysée, mais il a refusé le symbole du drapeau blanc. On y reviendra tout à l'heure. Mais avant cela, l'histoire bouge. La duchesse de Berry déserte l'Élysée. Le bâtiment va faire office de résidence pour les souverains étrangers. Les 3 glorieuses vont porter sur le trône Louis-Philippe, qui fait quelques travaux, mais de toute façon, Louis-Philippe n'habite pas l'Élysée, sa résidence est aux Tuileries. Et 1848, arrivée de Napoléon III, l'Élysée change de nom et devient Élysée nationale. Le faste est de retour, il y a des réceptions, il y a des bals, ce qui fera dire à Victor Hugo, il fait danser la République avant de la faire sauter, parce que c'est entre ces murs de l'Élysée que va se mûrir le coup d'État du 2 décembre 1851. Ce n'est pas la première fois que Napoléon III tente un putsch, mais là, il apprend que des fils de Louis-Philippe, depuis l'Angleterre, préparent leur retour en France. Son mandat va arriver à expiration en début de 1852. Le prince-président n'est pas rééligible selon les termes de la Constitution. Il demande la révision.
L'Assemblée est à majorité monarchiste, elle la refuse, et c'est ainsi que Louis-Napoléon envisage la solution du coup d'État. Ce coup d'État, il va le prévoir dans la nuit du 1er au 2 décembre. Non, attendez. Il le prévoit il le mûrit avec son demi-frère, le duc de Morny. C'est le fils naturel d'Hortense de Beauharnais et du comte de Flahault. Ils sont donc demi-frères par leur mère. Il choisit la date du 2 décembre, c'est une date doublement napoléonienne. Il y a le sacre de Napoléon et il y a la bataille d'Austerlitz. Dans la nuit du 1er au 2 décembre, Napoléon donne à l'Élysée une brillante réception et il va déclencher l'opération. Les chefs de l'opposition parlementaire sont surpris à leur domicile et emprisonnés. Et le lendemain, 2 proclamations sont affichées sur les murs de Paris, une pour le peuple, une pour l'armée. L'Assemblée nationale est dissoute, le suffrage universel est rétabli. Et il légalise ce coup d'État par un plébiscite le 21 décembre. Il a les pleins pouvoirs pour établir une constitution. Et celle-ci va instaurer le Second Empire. Napoléon III est l'homme des grands travaux. Pour moderniser Paris, avec le baron Haussmann, il va transformer l'Élysée. C'est lui qui va donner à la façade cet aspect définitif tel que nous le connaissons aujourd'hui. En 4 mois, il va dépenser beaucoup plus que Louis-Philippe en plusieurs années. Il va renforcer la sécurité des lieux, agrandir le corps de garde, loger les effectifs d'infanterie dans la cour à l'ouest. Il va aménager des écuries, faire construire des pavillons dans les jardins. Il va créer un salon des huissiers qui deviendra plus tard le salon des tapisseries. Et c'est le salon qui est juste avant le salon Murat et que les ministres traversent chaque mercredi avant d'aller au Conseil des ministres. Un personnel très important y travaille, cela coûte très cher, il fait augmenter son indemnité. Il y a la chambre de l'impératrice. Alors ce lit est actuellement à Compiègne, mais c'est vraiment le lit de l'impératrice tel qu'il était à l'Élysée. Il y a le grand salon d'angle, ce grand salon Napoléon III, et les hôtes étrangers y sont reçus avec faste dans les jardins. Je vous parlerai de 3 hôtes, notamment. La reine d'Angleterre, la reine Victoria. Napoléon a déjà été reçu en Angleterre par la reine. Et il lui rend l'invitation parce que l'histoire européenne se complique un petit peu et il a besoin d'alliances. Il reçoit la reine pendant 10 jours. Il y aura des grandes fêtes, comme vous le voyez en bas. Et il l'emmène aux Invalides, imaginez-vous. Et la reine est devant le tombeau de Napoléon Ier. Elle se dit qu'elle est devant le tombeau du pire ennemi de son grand-père, Georges III, au bras de son neveu, son meilleur allié. Ça la fait sourire. Elle n'est pas très enthousiaste quant au palais de l'Élysée. Charmant, dirait-elle, mais trop petit. Deux autres invités ont conduit l'Élysée pour respecter les traditions à 2 transformations. Le tsar Alexandre II. On a été obligé d'aménager des salles à manger dans le sous-sol parce que dans les palais impériaux, personne ne peut prendre son repas au-dessus du tsar. Or, toutes les salles à manger, toutes les salles étaient au 1er étage. Donc, il a fallu tout réaménager pour que tout se passe dans les sous-sols. Le tsar est en visite à Paris avec ses fils et Katia. Et le sultan de Constantinople, lui, il va exiger un matelas spécial d'une plume très très fine recouverte de soie et l'aménagement de 2 salles, une pour qu'il puisse manger seul, parce qu'il avait une façon, disons, assez rustique de se restaurer, et une autre qui sera appelée la salle des tueries, parce que la viande qu'il mangeait devait être préparée selon les rites consacrés.
1870. Les cours de l'Élysée sont transformés en un campement militaire. Le Second Empire trébuche. Napoléon III est malade. C'est la défaite de 1870. L'Élysée est désertée. On démonte les emblèmes Napoléon III Eugénie. Les Prussiens rentrent dans Paris. Et comme les Russes, avant eux, ils vont s'installer dans le palais. Alors là, c'est peut-être le moment de vous parler d'une chose, je n'ai pas de photo, c'est le souterrain de l'Élysée. Les historiens se sont penchés sur ce souterrain. Qui en a ordonné la construction et dans quel dessein? Il n'existe pas la moindre facture, pas le moindre document. Ce souterrain relie la sacristie de la chapelle aux caves d'un hôtel particulier. Il y a deux hypothèses. La première, peut-être. Il aurait été construit par la duchesse Bathilde de Bourbon, la dame qui possédait les voyants, voilà, tout ce monde. Elle aurait souhaité mettre à l'abri des prêtres non-jureurs quand éclata la Révolution. Et l'autre hypothèse, l'hypothèse la plus répandue, il aurait été construit par Napoléon III, il aurait relié l'Élysée à l'hôtel Morny pour permettre à la comtesse Mercier-Argenteau de rejoindre son amant. 1871. Les gardes voient venir vers eux des hommes habillés de rouge, les communards. 2 bataillons de gardes nationaux arrivent à l'Élysée. On dresse le drapeau rouge sur le mât d'honneur. La commune va incendier l'hôtel de ville, la cour des comptes, la chancellerie de la Légion d'honneur. Mais elle va épargner l'Élysée. Pourquoi? Grâce à l'astuce d'un gouverneur, M. de Gourlay, qui a eu l'idée de faire fabriquer des faux scellés ornés du sceau de la commune. Quand les communards sont devant le palais de l'Élysée, le palais est condamné au nom de leur propre régime, donc ils repartent. On peut dire que M. de Gourlay a sauvé l'Élysée. Alors, les présidents de la fin du 19e. Je me pose la question, est-on heureux à l'Élysée? Parce qu'entre 1871 et 1899, 4 présidents vont démissionner, un sera assassiné et un autre y rendra son dernier soupir. Alors là, on va voir un aperçu de tous les présidents, de l'atmosphère qu'ils ont mis dans l'Élysée, des réformes qu'ils ont faites, enfin quelques-unes, pas toutes, et des transformations. Adolphe Thiers. Ce n'est pas le palais de la présidence, mais celui de la pénitence. Alors, l'Assemblée nationale est à majorité monarchiste. Elle va pourtant autoriser M. Thiers, le vainqueur de la Commune, à exercer ses fonctions de chef du pouvoir exécutif sous le nom de président de la République. Alors, il s'était occupé fermement des communards. J'ai vu dimanche dernier sur la 5 qu'il y a eu un documentaire sur les communards. C'était sanglant. Cette semaine sanglante de Paris, entre 10 000 et 20 000 morts pour la capitale, paraît-il. Il va être élu chef du gouvernement. Et sa résidence, c'est la préfecture de Versailles. Il ne se rend à l'Élysée que pour y travailler. Peu de travaux, des réceptions modestes. Il va démissionner, renversé par les monarchistes. Mais c'est à l'Élysée qu'il a mis au point le second emprunt qui libère la France de sa dette envers l'Allemagne. Patrice de MacMahon. Alors c'est là que le comte de Chambord aurait dû être élu. Mais il refuse, parce que comme je le disais tout à l'heure, il veut le retour au drapeau blanc. Or, cela signifie que le prétendant voulait une monarchie de droit divin et non une monarchie constitutionnelle. On va donc chercher un nouveau président. MacMahon va être désigné au cours d'une séance de nuit à l'Assemblée. Il hésite. MacMahon, c'est un militaire, ce n'est pas un politique. Il va pourtant s'installer à l'Élysée. Pas de grands travaux. Il va achever le salon Napoléon III. En revanche, de grandes réceptions.
C'est sous sa mandature que le mandat présidentiel est fixé à 7 ans. Lui aurait souhaité le prolonger jusqu'à 10 ans. Et puis, la majorité de l'Assemblée va devenir républicaine et il va démissionner en 1879 parce qu'on va lui demander de signer un décret pour révoquer certains de ses généraux. Et ça, il ne le veut pas. Qui lui succède? Jules Grévy. C'est un président modeste, républicain, serein. Il a beaucoup de sang-froid. Il a horreur de la guerre, de rares réceptions. Il va faire quelques travaux à l'Élysée pour l'agrandir. C'est lui qui construit cette serre en verre où il y avait des plantes vertes, des treilles. Il avait peut-être un grand besoin de nature parce qu'il appelait ça le jardin d'hiver. Il fait installer le téléphone. Au bout de 6 ans, il est réélu. Mais, il a un gendre, ce gendre que vous voyez sur cette photo qui s'appelle Daniel Wilson. Et un scandale va éclater. Ce gendre, installé à l'Élysée, en fait un centre d'intrigue politique où va fonctionner un véritable ministère des décorations et des démarches. Il va être compromis dans un scandale de trafic de décorations. Jules Grévy va le défendre et il va s'entêter. Et on va lui demander de démissionner. Mais c'est quand même sous cette présidence que sont adoptés les 2 symboles de la République, le 14 juillet et la Marseillaise. Qui lui succède? Sadi Carnot. Nous n'avons pas mieux, aurait dit Clémenceau. C'est un président portes ouvertes. Il reçoit tout le monde à l'Élysée. Il suffisait de prendre rendez-vous. Il recevait dans une tenue très soignée. Il veut redonner du faste au bâtiment et en finir avec la présidence qu'il nommait lui-même pingre de son prédécesseur. Première transformation, cette salle des fêtes qui est toujours d'actualité et un sas est-ce que c'est heureux? Un sas de verre et de fer qui, paraît-il, était très, très laid et que Vincent Auriol va s'empresser de détruire. C'est lui qui a créé l'arbre de Noël pour les enfants pauvres. C'est une tradition toujours actuelle, mais pour les enfants du personnel. Il va être assassiné par un anarchiste et son corps va être exposé dans le salon de l'hémicycle. Félix Faure. On attendait avec une certaine ironie l'arrivée. Ah non, il y a Casimir Perrier, excusez-moi avant, parce que son passage est vraiment très, très, très éclair. Vous voyez, 8 mois. 8 mois de calvaire, dirait-il, parce qu'il n'est pas accepté. On lui reproche ses origines bourgeoises. Il est actionnaire des mines d'Anzin, on l'appelle Casimir d'Anzin. Il ne peut pas se faire entendre, il ne peut pas gouverner, il est attaqué par la presse, par la gauche, il est tenu à l'écart de toutes les décisions, même les décisions de politique extérieure, et il va démissionner. Donc on attend Félix Faure, comme je vous disais tout à l'heure. L'Élysée ne portait pas chance. Il veut redonner de l'éclat à la fonction. Il aime le protocole, les étiquettes, les décorations, les défilés. Il va inviter Nicolas II pour sceller l'alliance franco-russe. Il est très populaire. On l'appelle le président Soleil. Il a gardé de sa jeunesse militaire le goût des horaires et de la discipline. Mais une tâche, l'affaire Dreyfus, avec cet article publié dans l'Aurore, le journal de Clémenceau, et cette tribune « J'accuse » d'Émile Zola. Dans un premier temps, Félix Faure est convaincu de la culpabilité de Dreyfus. Et puis il va douter. Il va se défendre en prétextant que sa neutralité est celle de la loi. Mais il ne va pas avoir le temps de laver cette tâche ineffaçable, parce que
le matin du 16 février, il ne se sent pas très bien. Il renonce à sa promenade à cheval dans le parc de l'Élysée. Il reçoit quand même des ministres, il reçoit toute la matinée, il déjeune très frugalement. L'après-midi, il reçoit encore des personnalités. La dernière personne qu'il aurait reçue serait le prince Albert Ier de Monaco. Et il ne se sent pas bien. Et il a une attaque, une hémorragie cérébrale foudroyante dans le salon où Napoléon a signé son abdication. Alors autour de cette mort, il y a beaucoup de mystères et de soupçons. 3 hypothèses. La première, c'est que Félix Faure était un homme qui fumait beaucoup, qui aimait la bonne chair. Il avait déjà eu quelques attaques et il avait les artères fragiles. La deuxième, ce sont des hypothèses. Hein. La deuxième, on est en pleine affaire Dreyfus. Il y a les pros et les anti. Félix Faure était partagé et l'ambiance est très, très, très électrique. Et comme il prenait des médicaments, peut-être aurait-on injecté dans les médicaments un poison. Peut-être, c'est une hypothèse. Et la troisième, celle qui a la vie la plus longue, c'est qu'il a reçu en fin d'après-midi cette dame, Marguerite de Staël, qui sortait d'une séance de pause chez un peintre. Elle est venue le voir et il serait mort en sa compagnie. Voilà. 14 présidents sous la Troisième République, dont 8 au XXe siècle. Et sur les 8, il y a quand même eu 2 démissions et un président assassiné. Émile Loubet. Il est le seul candidat. Il est élu par la Chambre et le Sénat. Il est avocat et il est député de la Drôme. Un mandat complet pour la première fois, sans avoir à démissionner. C'est un président simple. Pourtant, il reçoit un grand nombre de têtes couronnées et organise des fêtes populaires. On lui doit la grille du coq qui a d'abord été commencée par Napoléon III, mais lui termine cette grille du coq qui est l'accès à l'Élysée par l'arrière. On lui doit la loi de décembre 1905 sur la séparation des églises et de l'État, qui lui a été imposée par une majorité radicale et socialiste. La grâce du capitaine Dreyfus. Il va recevoir à l'Élysée les élus locaux. Étant un élu de la Drôme, il en saisit toute l'importance. En 1905, il va échapper à un attentat à Paris, mais cet attentat visait le roi d'Espagne. Armand Fallières. C'est un président bienveillant, fin, intelligent, mais l'époque est agitée. Il n'y aura pas de grands travaux à l'Élysée. Il y aura des réceptions de beaucoup d'autres étrangers. Il aime la nature. Il possède des vignes dans le Lot-et-Garonne et on peut dire que c'est avec lui que la Grèce d'Oie fait son entrée dans la cuisine de l'Élysée. Il ne se représente pas. Une mandature lui suffit. Et il a surtout l'impression qu'il est le président de l'avant-guerre. Après la grâce de Dreyfus, c'est lui qui le fait réintégrer dans l'armée. Il est un grand opposant à la peine de mort. Il gracie tous les condamnés. En 1908, il va tenter de faire adopter une loi pour l'abolition de la peine de mort, mais ça ne fonctionnera pas. En revanche, c'est lui qui va faire adopter l'usage de l'isoloir pour les élections. C'est en 1913. Raymond Poincaré, président de 1913 à 1920. Son septennat est celui de la guerre. Il ne se plaît pas du tout à l'Élysée. C'est un patriote. Il a une certaine autorité. Il fait voter une loi qui instaure le service militaire à 3 ans.
l'époque n'est pas du tout au changement. Il voyage dans toute l'Europe parce qu'il voudrait essayer d'éviter cette guerre. Pour résister aux secousses des bombardements, on va coller des losanges sur les vitres de l'Élysée, et cela ressemble de plus en plus à une prison. Il n'aime que les jardins, et c'est surtout à l'Élysée qu'il va signer l'acte le plus important de sa vie de chef d'État et peut-être de sa vie d'homme aussi. C'est l'acte de la mobilisation générale. Bien entendu, plus de réceptions, plus de galas, mais c'est en pleine guerre, le 28 octobre 1916, que l'Élysée va être classé monument historique. Et l'Élysée est toujours la cible des bombardements allemands. Et il se dit qu'à côté de l'Élysée, il y avait l'ambassade de Grande-Bretagne. Enfin, il se dit, c'est vrai, et que l'ambassadeur guettait ces bombardements, et il tremblait. Et il aurait dit à son premier secrétaire, mon Dieu, pourvu qu'il vise bien, tellement il avait peur. Alors, l'Élysée tremblait sous les bombardements, mais tremblait aussi lorsque venait ce personnage haut en couleur qui accompagne le septennat de Raymond Poincaré, Clémenceau. De mémoire d'historien, jamais l'Élysée, ni avant, ni après, n'a entendu de telle colère. Et quand il le voyait arriver avec sa canne, il le suivait, il l'accompagnait jusqu'au bureau du président Poincaré, parce qu'il n'hésitait pas à taper sur le bureau du président avec sa canne. Et comme il n'avait jamais satisfaction, il sortait, et on lui doit cette phrase avec son sens de la formule qu'on lui connaît, un autocrate ratatiné règne à l'Élysée. Et je pense que c'est peut-être en pensant à lui que Poincaré a eu cette phrase, il n'est point de faute plus grave que de menacer tout le monde et de ne satisfaire personne. Cela dit, à la fin de la guerre, à Strasbourg, le jour où le président Poincaré remet le bâton de maréchal à Pétain, ils défilent ensemble, la guerre est finie, et là Poincaré lui dit « Je ne peux que vous embrasser ». Et puis, c'est aussi à l'Élysée qu'a basculé la vie de Mata Hari. Un avocat se présente, Maître Clunet, demande une audience privée au président de la République parce qu'il veut la grâce présidentielle pour Mata Hari. Alors, est-ce qu'elle était une grande espionne ou pas? Bon, mais les services secrets français l'ont repérée sous le nom de code H21 et ce serait elle qui aurait livré aux Allemands un espion allemand qui travaillait pour les services français, pour les services de renseignement français. Le président Poincaré écoute. Il tourne le dos à l'avocat et puis il tend la main vers le ciel en disant « Il serait fou de prétendre intervenir sur la course des nuages. Il me paraît impossible d'infléchir le cours des choses en faveur de votre protégé. » Et Mata Hari sera fusillé. Paul Deschanel. Alors, c'est un homme brillant. C'est un excellent orateur. Il entre à l'Académie française en 1899. Mais il souffre en réalité de dépression et sa fonction présidentielle va aggraver les choses. Mais ce n'est en aucun cas de la démence, comme ont pu le suggérer à l'époque de fausses rumeurs. Il avait quand même eu l'audace de se dresser face au tigre, c'est-à-dire Clémenceau, lors du scandale de Panama. Et puis, il reste tristement célèbre dans l'histoire à cause de cet incident. Il est dans un train, il se rend en province, c'est la nuit, il a pris des somnifères, il est en pyjama dans son compartiment, il a chaud,
Il veut ouvrir la fenêtre, mais c'est une porte-fenêtre, et il tombe du train en marche. Il se retrouve sur la voie ferrée. Il rencontre un ouvrier et il lui dit « Vous ne devinerez jamais, je suis le président de la République. Vous ne me croirez pas. » Évidemment, l'ouvrier ne le croit pas. Ils vont rejoindre le chef de gare et puis après, il s'est bien avéré que c'était le président de la République. Et il ne reste pas longtemps, vous voyez, que quelques mois. Alexandre Millerand lui succède. Il est porté par le Parti socialiste et soutenu par Jean Jaurès. Mais peu à peu, on va lui reprocher de virer à droite. On va lui reprocher d'être trop autoritaire, d'être trop rigide. Pourtant, c'est un homme qui voulait davantage de réformes sociales. Il voulait la défense du droit des femmes. C'est lui qui est à l'origine de la tombe du soldat inconnu. Il a aussi été victime d'un attentat. Mais il échoue. Pourquoi? Parce qu'il veut donner plus de revalorisation à la magistrature suprême. Et ça, on lui refuse. Gaston Doumergue lui succède, le plus populaire des présidents. C'est un président républicain de gauche, protestant, pour la première fois, qui fait appel à des hommes de droite. C'est l'époque des allées folles. Il sent monter un nationalisme dangereux en Allemagne. Et il va laisser la France vivre ces années folles. Il est très, très inquiet de la montée d'Hitler. Il pressent le pire. On pourrait dire que sa mandature est sous le signe de l'inquiétude et des mises en garde contre cette guerre qu'il sent toute proche. C'est le premier célibataire à l'Élysée qui va se marier un an avant son départ. Aucune transformation. On va simplement augmenter son allocation annuelle. Elle était de 600 000 francs, elle passe à 1 800 000. Il ne change aucun meuble, mais il va supprimer toutes les calèches que vous voyez en bas. Et il est le premier président à faire rentrer des véhicules, des automobiles. Il aurait pu être élu une seconde fois, mais il préfère se retirer. La vie est ailleurs. Il a un successeur au règne éphémère, Paul Doumer. Il est assassiné alors qu'il visitait un salon du livre à la Fondation Rothschild par un Russe qui voulait se venger de la France car elle n'était pas intervenue pour arrêter les bolcheviks. C'est le premier président issu d'un milieu ouvrier. C'est un passionné des sciences. Il va œuvrer à la création du parc zoologique du Bois de Vincennes qui sera inauguré par son successeur. Alors, sur les questions de politique extérieure et de défense nationale, il se montre résolument anglophile. Il est opposé à l'entente franco-allemande. Il va refuser de recevoir la République de Weimar au nom des morts pour la France. Il pressent lui aussi un conflit mondial. Il appelle régulièrement au renforcement du système de défense français. Et en tant que chef d'État, il exprime son attachement au colonialisme, en particulier à l'occasion de cette exposition coloniale internationale qui a attiré 8 millions de visiteurs, 33 millions de billets vendus. C'est un succès phénoménal. Pour lui, Paul Doumer, c'était important, l'influence de la France à l'étranger. Et puis, il se disait que tous ceux qui n'avaient pas les moyens non plus d'aller à l'étranger pouvaient voir dans les différents pays comment la France était représentée. Il est perçu comme un personnage très austère, mais au fil des mois, sa popularité augmente, notamment en raison de son patriotisme. Puis, Albert Lebrun est élu. La période est très sombre à l'Élysée. L'affaire Stavisky, le Front populaire, Munich, l'approche de la guerre, des réunions, des délibérations, la réunion d'un comité de guerre, effondrement de la résistance française. Et l'Élysée va fermer ses portes en juin 1940 pendant plus de 5 ans. Le mobilier, la vaisselle, l'argenterie seront évacués à Aubusson.
Le palais est silencieux, il est gardé clos par quelques fonctionnaires, et quand le général de Gaulle arrive, il ne veut pas s'y installer. Et l'Élysée ouvrira solennellement le 16 janvier 1947 avec un nouvel hôte, Vincent Auriol. Voici les deux présidents de la 4e République. Je ne sais pas pourquoi sur la diapo ils les ont inversés, mais enfin le premier c'est Vincent Auriol, bien entendu. Si l'expression « chamboule tout » avait été à la mode, elle aurait très bien convenu à ce nouveau locataire de l'Élysée, qui va le transformer sur bien des plans. On lui explique que sa fonction est une fonction d'apparat, mais lui répond qu'il est là pour travailler. Il demande où sont les archives, où est le service de documentation, le service du courrier. Rien de tout cela. Il va donc commencer à les créer. Il va conseiller, suggérer, arbitrer, présider. Et une chose va l'émouvoir profondément, ce sont toutes les lettres qui arrivent à l'Élysée, de détresse, de misère, de désespoir. Et il va ouvrir un service d'assistance à qui il va allouer une somme de 1 million prélevée sur sa propre dotation. Alors, le palais est en piteux état, bien sûr. Le mobilier est dépareillé, aligné le long des murs, comme à la caserne, les tissus sont fanés, les objets disparates, et c'est Madame Auriol qui va prendre tout cela en main. Mais énergiquement, elle va travailler avec les déménageurs, déplacer les meubles. Elle donne vraiment de sa personne. On met en place, dans les différents salons, un mobilier associé aux boiseries, garni des soieries lyonnaises. On change les tapisseries, les objets d'art. On supprime cette fameuse cage aux singes, œuvre d'un précédent président. L'église Napoléon III, on la transforme en une salle de presse. On enlève dans le parc les réverbères et les statues surannées. Et on procède à divers aménagements. Alors voici un salon et voici le salon des aides de camp. Et c'est dans ce salon qui s'appelle le Salon Vert que vont se marier Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. Il va aussi recevoir des écrivains, des artistes, des sportifs. L'Élysée commence à vivre. Chose surprenante à l'Élysée, il n'y avait pas de cuisine. Les repas provenaient de chez un traiteur. Donc, il va créer des cuisines dans les sous-sols. Alors là, c'est une vue moderne parce que je n'ai évidemment pas trouvé les cuisines de représentation des cuisines au temps de Vincent Auriol. Mais ce qui reste d'actualité, ce sont les 2 brigades et puis tous ces repas avec toute la mobilisation des fleuristes, des inventiers, des lingères et des maîtres d'hôtel. C'est à cette époque que l'Élysée va acquérir une réputation de grande table. Et puis, parlons de la vaisselle. Voici une diapo sur toute la vaisselle de l'Élysée. Du cristal de baccarat, la porcelaine de Sèvres, de l'argenterie et des pièces vermeilles et or. Dans la vie présidentielle de Vincent Auriol apparaissent déjà des personnages qui vont jouer leur rôle à l'Élysée. De Gaulle, Mitterrand. Vincent Auriol va présider le conseil de 14 gouvernements différents. Et c'est dans le salon Murat que le projet Schuman et Monet du pool Charbon-Acier est approuvé. Le droit de grâce. Le président ne devait l'exercer qu'en Conseil supérieur de la magistrature. Vincent Auriol va s'arranger pour recouvrer l'intégralité de ce droit régalien, héritage de l'ancienne monarchie. Il aurait pu se représenter. Il ne le veut pas. La vie est ailleurs. Et c'est René Coty qui lui succède. C'est un couple modeste, très mal à l'aise dans tout ce luxe. Pas de grande transformation. Une seule décision, la réouverture de la chapelle. Le président Coty est un homme de culture. Il a une licence de lettres et de droit. Il aime les arts. Il est mélomane. Il aime les jardins, dont il s'occupe avec soin. Et puis la mort de Madame Coty en novembre 1954
va attrister tout le palais. Et le président n'a qu'une idée en tête, quitter l'Élysée. Mais le pays va mal. Pour mettre ce pays devant ses responsabilités, une seule solution, la dissolution. René Coty pense à ce moment qu'un seul homme est capable de réformer le système en place, Charles de Gaulle. La guerre d'Algérie, la réforme de la Constitution, la Corse qui bouge, la défaite en Indochine, l'homme de 40 est vraiment l'homme de la situation. Et voici la passation de pouvoir entre le général de Gaulle et le président Coty. Le général de Gaulle n'aime pas beaucoup ce palais de l'Élysée. Deux événements retiennent son attention, l'abdication de Napoléon Ier et le coup d'État de Napoléon III. Il n'aime pas du tout vivre dans les meubles des anciens présidents. Il ne reconnaît pas au palais la classe de la demeure d'un chef d'État. Quant au jardin, il va réserver les pelouses aux policiers, aux gardes républicains. Il va supprimer l'appartement royal et il va y installer son bureau. Il ne tient pas à rencontrer des rois en pyjama dans ses couloirs. Une seule exception, le président Adenauer. Il s'installe dans le bureau, mais il ne change pas la décoration. À côté de son bureau, il y a un salon. Dissimulé derrière une boiserie verte, il y a l'installation des ordres militaires, y compris le cerveau de la force nucléaire. Il y a trop de monde à l'Élysée. Les présidents précédents hébergeaient une centaine de collaborateurs. C'est inacceptable. Il va renvoyer tout le monde. On gagne de la place. Une seule innovation, une année dans l'axe de la grille du Coq pour recevoir les autres étrangers. C'est un couple économe. Il paraît, je l'ai lu plusieurs fois, alors sans doute est-ce vrai, que Madame de Gaulle retournait les rideaux pour éviter de les changer. Le général éteignait lui-même les lustres quand il quittait une pièce. Une rigueur morale jamais égalée à l'Élysée. Pas de confusion entre l'argent public et l'argent privé. L'ambiance est studieuse. Levez tôt, couchez tôt quand il n'y a pas de réception. L'Élysée est surnommé le château. Et de Gaulle est le premier président à faire déposer aux archives nationales les pièces de son mandat. L'autorité doit reposer tout entière sur le chef de l'État. Il faut bien, il demande peu de choses en fait. Il demande de gouverner et qu'on le laisse tranquille, pour le dire dans des termes un peu plus moins percutants que le général. Alors, ce salon des aides de camp, c'est dans ce salon qu'il y aura toutes les interventions télévisées. Et en fond, c'est une fausse bibliothèque. Une innovation, ce salon, ces émissions télévisées dans le salon des aides de camp. Les conférences de presse. C'est une innovation. D'après les journalistes qui ont connu ces moments, je pense à Michel Cotta, je pense à Alain Duhamel, ils disent que mais tout le monde se battait pour assister à ces conférences de presse. Il n'avait jamais aucun papier. En revanche, on lui soumettait les questions avant, ce qui lui permettait, quand il n'avait pas envie de répondre directement, une petite pirouette humoristique. Apparition des sondages, ainsi que de l'accès à la télévision des leaders de l'opposition. En 1962, il propose aux assemblées un référendum pour l'élection du président au suffrage universel. Et puis, la guerre d'Algérie, mai 68, la suite, vous la connaissez, il va quitter l'Élysée. Alors voici les présidents de la Ve République. Alain Poher, président du Sénat, c'est donc lui qui remplace le président de la République quand il y a ou démission ou mort. Il est intervenu 2 fois, une fois après la mort du général de Gaulle et une fois après
celle de Pompidou. Alors l'histoire est très dense. La première moitié du siècle est meurtrie par les guerres mondiales et les présidents de la 5e ont fait face à divers événements nationaux, internationaux et scandales. Leur vie à l'Élysée en ce qui concerne les visites étrangères se ressemble un peu tous. Tous reçoivent les représentants du monde avec faste et subtilité diplomatique. Ne perdons pas de vue que le héros est l'Élysée. J'en terminerai par les transformations et évolutions techniques en fonction des différents tempéraments des présidents, chacun ayant apporté sa touche techniquement. Il y a une certaine continuité quant à la décoration, c'est autre chose. Le président Pompidou. Il n'est pas un secret que Georges Pompidou et surtout sa femme n'aimaient pas l'Élysée. La politique est un jeu de massacre, disait-elle. Quand il accède au pouvoir, il est déjà malade. Il installe son bureau au premier étage dans le salon doré, le même que celui du général de Gaulle. Quand ils le peuvent, ils s'échappent, soit pour des visites nocturnes, dans des musées, soit pour recevoir des amis. Ils vont rénover les appartements du premier étage et refaire toutes les pièces du rez-de-chaussée. Le palais est dans un état de vétusté avec des peintures écaillées, des moquettes élimées, puisque le général de Gaulle n'a voulu entreprendre aucun frais. Et l'art contemporain va rentrer à l'Élysée. Salle à manger, salon et tableaux de peintres modernes. La bibliothèque va s'enrichir d'auteurs, Balzac, Shakespeare, Goethe, Dostoïevski. Mais aussi ce président fervent de l'expansion industrielle va moderniser les installations du palais. Il va faire installer un réseau de communication câblé reliant l'Élysée à tous les ministères et à toutes les administrations centrales et aux préfectures. Il fait installer le chauffage central qui n'existait pas jusqu'à ce jour. Il installe une seconde cuisine au rez-de-chaussée, près du salon d'argent, parce que quand il était reçu par le général de Gaulle, il s'était aperçu que les plats arrivaient toujours tièdes, voire froids. Il fait appel à Pierre Paulin, entre autres artistes, et il crée, ce fameux salon, œuvre d'un peintre israélien. Alors, comme c'est décrit, 700 lamelles de plastique forment des carrés de couleurs différentes qui changent selon l'angle sous lequel on regarde. Sa présidence sera écourtée pour cause de maladie et il va décéder en cours de mandat. Valéry Giscard d'Estaing, beaucoup de meubles à cette époque, des tapisseries, des pendules. Le président choisit de ne pas habiter l'Élysée. Pourtant, il va décider de le rénover de fond en comble pour lui donner son charme d'antan. Les appartements privés retrouvent le style propre au XVIIIe siècle. Les pièces sont débarrassées du mobilier contemporain installé par Georges Pompidou parce que Valéry Giscard d'Estaing ne l'apprécie pas du tout. Il supprime le salon que nous avons vu précédemment, qui part au centre Pompidou. Il va remplacer les toiles modernes par des toiles plus classiques. Il ajoute de nombreuses pièces de collection, des sculptures, des bronzes. Il va fouiller les archives à la recherche de documents qui peut donner à l'Élysée son allure d'hôtel d'Évreux. Il lui prend une passion d'antiquaire que ses proches ne lui connaissaient pas. La totalité des murs de l'Élysée est retapissée. Toutes les pièces sont redorées, les lustres réinstallés au plafond. Il est le seul président de la 5e à avoir installé son bureau dans le salon d'angle que l'on voit ici. La façade et la toiture sont dans un état déplorable. Il les refait. Il révise le circuit d'alimentation d'eau. Il change la moquette des couloirs. Il renouvelle le linge de table. Le jardin d'hiver est complètement réaménagé, tel qu'on le voit là maintenant. Il devient une salle de réception. On lui doit à ce président la majorité à 18 ans, la légalisation de l'IVG, le divorce par consentement mutuel, la refonte de l'ORTF. Il n'y avait qu'une seule télévision, elle sera éclatée en plusieurs chaînes. Et il va transformer aussi ce qu'il appelle
le terrier de la peur. Sous l'escalier des appartements privés, il y avait une sorte de cave en béton où étaient entreposés des uniformes et des costumes du personnel avant la guerre de 1914. C'est un abri anti-aérien qu'avait fait construire Albert Lebrun pour y accueillir une centaine de personnes et s'abriter en cas de bombardements aériens. Il n'avait jamais fait servi et il était fermé depuis 40 ans. Valéry Giscard d'Estaing va confier aux ingénieurs de transformer cet abri de défense en un véritable poste de commandement, et c'est le PC Jupiter. Alors, je n'ai pas trouvé de diapositive représentant des réunions sous la mandature de Valéry Giscard d'Estaing. Voici une photo, c'est tout récent puisqu'on y reconnaît le président Macron et le Premier ministre Édouard Philippe, certainement une réunion militaire puisqu'il y a un militaire à l'avant. Voici donc le PC Jupiter. François Mitterrand. Quand il arrive à l'Élysée, les bureaux sont vides. Pas de papier, pas de crayon, même pas un trombone, paraît-il. Il réinstalle le bureau présidentiel dans le grand salon doré que l'on voit ici. La pièce est quand même réaménagée et les autres pièces du palais, comme la salle à manger, ne seront pas épargnées par un changement de décoration un petit peu plus moderne parce qu'il est plus proche des goûts de Georges Pompidou que de ceux de Valéry Giscard d'Estaing. Il continue les travaux de rénovation entrepris par son prédécesseur. Il va y avoir de nouveaux locaux sanitaires dont l'Élysée manquait cruellement. Réfection de toute l'installation téléphonique, dont le standard affiche qui datait de Vincent Auriol. L'informatique fait son apparition pour traiter les questions de personnel et d'archives du courrier. La scène de théâtre disparaît au profit d'une grande alcôve et toute une série d'installations. Création d'un salon de l'audiovisuel, rénovation de toutes les cuisines, ça, il l'a fait pendant la période de la cohabitation où il avait un petit peu plus de temps. Alors, on lui doit les nationalisations, l'impôt sur la fortune, la retraite à 60 ans, l'abolition de la peine de mort, la 5e semaine de congé, les 39 heures, l'abolition de la Cour de sûreté d'État, il y a eu 4 dévaluations du franc, et l'abrogation du délit d'homosexualité. Il va ouvrir l'Élysée, certaines parties de l'Élysée au public, ce qui n'avait jamais été fait. Il invite des sociétés historiques qui découvrent toutes les maquettes des grands projets. Il s'occupe beaucoup des jardins et il reçoit dans les cours de l'Élysée. 2 mandats. Jacques Chirac. Il habitera l'Élysée. Lorsqu'on est aux commandes, on l'est jour et nuit. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui était destiné à M. Giscard d'Estaing, je n'en sais rien. C'est son épouse qui va s'occuper de toute la décoration. La première dame va remettre le mobilier Louis XVI, qu'elle est allée rechercher au mobilier national. Elle rend le bureau Crescent sa place dans le salon doré. Elle s'installe avec sa fille et son petit-fils dans les appartements du roi de Rome et la décoration de son espace privé va être confiée à un ami du couple Chirac. Et cet ami va décorer dans le style Napoléon III. Particularité jamais vue à l'Élysée, les arts premiers dans le bureau du président. Alors, très succinctement, que doit-on à cette présidence? La pension des anciens combattants outre-mer alignés sur la pension des Français, abrogation du service militaire pour les jeunes nés après 79, reprise des essais nucléaires, dissolution de l'Assemblée nationale, le mandat présidentiel qui passe de 7 à 5 ans au cours de sa 2e mandature, refus de la guerre en Irak et la création du musée Branly. Nicolas Sarkozy. Il s'installe dans le salon doré et reproduit son salon identique à celui qu'il occupait à Paris.
et il l'équipe de tous les moyens modernes de communication. L'Élysée est témoin d'un mariage puisqu'il se marie dans le salon vert. Et il a fallu 2 dispenses quand même, l'une pour que le mariage ne se tienne pas dans la mairie de l'arrondissement et l'autre pour éviter de publier des bancs publics. La première dame va décider de refaire les peintures du palais, y compris ce ravalement. Cela dit, ce ravalement est recommandé par la Cour des comptes parce que l'Élysée était quand même en piteux état. 300 à 400 ouvriers ont été mobilisés sur un large créneau de 6 h à 22 h pendant les mois d'été, les mois où le président ne recevait pas. Le salon des portraits est réaménagé. Il y a un nouveau mobilier moderne et il n'y a pas d'aménagement notable de ces lieux. Il n'y a pas de très grosses dépenses. Que lui doit-on? L'autonomie des universités, la limitation du mandat présidentiel à 2, les préavis de grève dans les transports publics, un préavis doit être déposé 48 heures avant, la protection des œuvres et des droits contre le téléchargement illégal, une réforme territoriale, le Grenelle de l'environnement et la retraite passée de 60 à 62. Bien sûr, c'est succinct, mais je ne peux pas parler de toutes les réformes qui ont été faites. François Hollande, pas de grande transformation non plus. Il réinstalle le mobilier Louis XVI. Pas de grandes modifications dans la décoration. L'époque est difficile et ce serait peut-être mal perçu. Il fait revenir ce beau bureau crescent dans le salon doré. On lui doit la création de la haute autorité suite à l'affaire Cahuzac, l'inéligibilité de 10 ans lorsqu'un quelqu'un est condamné, la COP 21, le mariage du couple du même sexe et une loi professionnelle sur l'égalité des hommes et des femmes. Et enfin, le dernier président, Emmanuel. Rénovation du Salon Doré, 5 semaines de travail, 930 000 €. Alors, pour la rénovation et l'entretien du palais, l'Élysée dispose, chaque président dispose d'une enveloppe de 5 millions d'euros par an qui est gérée par l'OPPIC, c'est l'opérateur du patrimoine des projets immobiliers de culture. C'est sur cette enveloppe que sont réalisés tous les travaux de transformation. Rénovation de la salle des fêtes, qui datait de très longtemps. Rénovation, faire entrer la lumière. Et cette fameuse vaisselle de l'Élysée. Et où il y a eu des polémiques. Je n'arrive pas à savoir si c'est 50 000, 500 000 €. Enfin, il y a eu beaucoup d'articles sur cette vaisselle de l'Élysée. Quant au reste, la mandature n'étant pas terminée, on peut peut-être simplement dire que c'est une mandature secouée. En quelques chiffres, l'Élysée. Voici 11 000, presque 12 000 m², un parc, 800 personnes dépendent de l'Élysée, 320 pendules, ainsi qu'un maître logé en gants blancs qui les remonte tous les mardis matins, des meubles, des pièces d'argenterie, 75 voitures, et le budget en 2020 s'élevait à 105 millions, un peu plus de 105 millions d'euros. Voilà.